Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leurs lectures et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Bonjour tout le monde, mon nom est Julie Niquette et je suis en direct du Salon du Livre de Montréal dans cette version toute virtuelle, différente pour l'année 2020 que personne ne peut oublier, vous en conviendrez. Alors je vous le dis, je suis en direct, donc vous pouvez poser des questions à mon invité, des questions que je pourrais lire à la fin ou pendant l'entrevue à mon invité Christine Michaud dans le cadre des Confidences d'écrivaine. Christine Michaud, pour le peu de personnes qui ne le savent pas, ça a été une animatrice populaire, une chroniqueuse littéraire. C'est d'ailleurs comme ça que moi, je l'ai rencontrée. C'est aussi une diplômée de la prestigieuse Université de Harvard en psychologie positive, donc une conférencière internationale, mais une auteure, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est ici aujourd'hui, une auteure de 12 livres, mais pas seulement 12 livres, 12 best-sellers. Alors, j'accueille Christine Michaud. Salut! Salut, Julie! Merci d'être là. Très contente d'être là. Écoute, je te reprends sur une chose. Oui, là. J'ai fait mes dit? études avec Tal Ben-Shahar d'Harvard, mais moi, je ne suis pas diplômée d'Harvard. Fait que là, tu m'as fait paraître un beau plus. Là, merci de nous ramener à la vérité parce qu'on va le voir dans le cadre de ce nouveau livre que tu as fait paraître récemment. Le Petit Prince est toujours vivant, coécrit avec Thomas de Coninck. C'est un des thèmes chouchous du livre, je pense, la vérité. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi, je trouve, c'est de parler du Salon du Livre de Montréal, qui est une institution pour beaucoup de gens. Beaucoup d'auteurs y aspirent. Tu es à ton combienième salon, toi? Mais je pense que je suis à mon 12e parce que mon calcul est d'environ un livre par an que je publie. Fait que ça fait 12 livres que j'écris. Logiquement, je pense que ça fait 12 ans. Ouais. Puis est-ce que tout petit, c'est quelque chose auquel tu aspirais? Non, pas vraiment. Pas du tout. Non, mais j'adorais lire. Ça a toujours été ma plus grande passion. Mais de là à penser que je pourrais écrire un jour, non, parce que, bon, tu me connais, là, dans la vraie vie, moi, j'avais le syndrome de l'imposteur très fort, en ayant été chroniqueuse littéraire en plus, en mettant la lumière sur des auteurs que j'admirais tellement. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour, je ferais la même chose. Oui. Alors là, on est 12 best-sellers plus tard, donc il y a un lectorat, il y a des gens qui sont fans quand tu rajoutes de Christine. Ouais. Raconte-nous, pour commencer, Le Petit Prince est toujours vivant. C'est une histoire très particulière, donc qui t'a lié rapidement à Thomas de Coninck, le co-auteur. Comment c'est arrivé? Bien, c'était un beau hasard de la vie, puis je pense qu'on avait rendez-vous, là, comme je dis souvent, là, il y a des rendez-vous importants qu'on ne voit pas venir, mais qui changent le cours de notre vie, autant que possible pour le mieux. Puis Thomas, bien, quand je l'ai rencontré, c'était pour un autre projet de livre. C'est le livre de mon conjoint, que mon conjoint a dirigé, qui s'intitule c'est pour la biodiversité. En fait, là, j'allais dire l'ancien titre de travail, il ne faut pas que je me trompe, c'est La Terre, la vie et nous. Et c'est un livre qui vient de sortir, et Éric voulait approcher différents professeurs universitaires dans différentes sphères, mais en lien avec la biodiversité. Puis, il s'était fait conseiller d'aller rencontrer Thomas de Coninck, qui est le professeur émérite de philosophie de l'Université Laval. Puis, il me dit, juste avant d'aller à sa rencontre, il me dit, écoute, tu n'aurais pas envie de venir avec moi? C'est un prof de philo, toi qui aimes la philosophie. En plus, je voulais m'inscrire en philosophie cette année-là. Fait que c'est sûr qu'on pourrait passer un bon moment. Je dis, ben oui, je vais t'accompagner. Fait que moi, je suis vraiment allée comme la conjointe, un peu dans l'ombre de son homme si merveilleux. Et finalement, ben, sa femme à Thomas était là, qui s'appelle Christine, bizarrement aussi. Puis, elle a dit une chose, à un moment donné, elle a dit elle avait toujours dit, en fait, que que Thomas, son mari, vit sur la planète. Oui. Puis là, ça m'a intriguée, pourquoi on dit ça. Et là, j'ai posé des questions, puis elle m'a dit, bien, vous savez pas, elle dit peut-être, mais Thomas a inspiré le Petit Prince de Saint-Exupéry. Mais là, c'est gros, là, quand tu te fais dire ça, puis j'étais absolument pas au courant, puis je me dis, attends, un homme de Québec qui aurait inspiré le Petit Prince. Comment c'est possible? Ben oui, puis là, bien humblement, la fille se dit...
Comment ça que je sais pas ça? Tu sais? Oui. Mais en fait, bien humblement, c'est un peu vrai quand même, parce que comme tu connais beaucoup les auteurs, tu as été chroniqueuse littéraire pendant des années, 10 ans au moins, 10, 12. Tu n'es pas très bonne avec les années, mais mettons entre 10 et 15. Oui, c'est ça. Donc, tu aurais pu le savoir, effectivement. Toi qui es de Québec en plus. Oui, mais non, je ne savais pas. Puis d'ailleurs, quand je suis revenue chez moi, parce que là, je les ai laissés parler de biodiversité là, après, je suis restée tranquille, mais au retour chez moi, j'ai embarqué tout de suite sur mon ordinateur. Puis là, j'ai tapé Thomas de Coninck, Le Petit Prince, Saint-Exupéry. Et m'est apparu plein d'articles, même il avait fait partie de documentaires, de toutes sortes de choses, donc qui prouvaient qu'effectivement, il faisait partie de l'inspiration de Saint-Exupéry pour son personnage du Petit Prince. C'est malade, en bon français. Oui. Donc là, ce soir-là, tu te couches, bon citoyen. Donc, tu te couches et tu entends quelque chose de particulier. Oui, ça, c'est là qu'on me fait avoir l'air bizarre. Là, parce que c'est le côté ésotérique de l'entrevue. Oui, mais non, c'est bien assumé. Je reçois la nuit. Pas des gens, mais des idées. Pas des gens, merci beaucoup. Mon chum, Éric, ton chum va être content de l'entendre. Mais non, en fait, ça a été quelques nuits après. Là, c'était pas la nuit, ça ferait une belle histoire. C'était exactement la première nuit. Là. J'aime ça que tu dises ça, mais c'était pas tout à fait ça. Et quelques nuits après, à un moment donné, je me suis réveillée. Puis la phrase qui m'est venue, c'était il faut pas que Thomas de Coninck meure avec la musique qui est en lui. C'est un peu drôlement dit, là, mais pour moi, tu sais, cet homme-là, il avait 85 ans au moment où je l'avais rencontré. Je savais qu'il avait gagné des prix, il a écrit des livres extraordinaires aussi. Il a été un des professeurs chouchous de l'Université Laval. Il a tellement retransmis, donc il a un bagage de connaissances et de sagesse inouï. Puis là, je me disais, mais il faudrait qu'il y ait plus de gens encore qui aient accès à ça, pas juste les universitaires qui vont à ces cours. Puis, tout de suite, l'image qui m'est venue, c'était, comme je me dis toujours qu'on ne vit pas les choses par hasard, bien, j'avais vraiment même une image là, réelle d'une espèce de porte, comme une ouverture. Je me disais, le fait qu'il ait rencontré Saint-Exupéry quand il était petit, parce qu'Antoine de Saint-Exupéry était l'ami de son père, et Antoine de Saint-Exupéry est venu à Québec pour rencontrer son père, mais aussi pour donner une conférence au Palais Montcalm à l'époque. Puis là, c'est là que Thomas, qui avait 8 ans, a passé la soirée, entre autres, une soirée avec Antoine, et il posait une tonne de questions. D'ailleurs, ça exaspérait sa mère. Je trouvais qu'il parlait trop, il posait trop de questions. Mais lui, Saint-Ex, ça l'a allumé parce qu'il a passé tout son temps, plutôt que d'être avec les adultes, il a été avec Thomas et les enfants, leur faisait des avions en papier, répondait du mieux qu'il pouvait aux questions et tout. Et après, il est parti de Québec, puis il s'est en allé à New York, et c'est là qu'il a commencé à écrire Le Petit Prince. Il avait commencé à faire des aquarelles et tout, mais il a commencé à rédiger l'histoire après. Et donc, ce qui permet de constater qu'effectivement, il faisait partie de l'inspiration. On sait très bien qu'un personnage n'est pas nécessairement pas inspiré par une seule personne. Et donc, je me disais, le fait qu'il ait vécu ça, qu'il y a eu cette rencontre si marquante, il faut que ça soit raconté parce que c'est probablement l'ouverture pour que toute la sagesse et les connaissances de Thomas soient retransmises. Oui. Donc là, tu as eu finalement recours à tes études en droit, si on remonte jadis, parce que dans le fond... je suis allée plaider ma cause. Tu es allée plaider ta cause de façon bienveillante, telle que je te connais. Oui. Donc, pour convaincre, dans une certaine mesure, Thomas et Christine d'embarquer dans ce projet. D'écrire finalement, le résultat a été bon. Je ne veux pas brûler le punch, mais on a le livre dans les mains. ça a marché. Alors, il a dit oui. Ça a marché. Non, il a dit oui. Elle a dit oui. Mais comment ça s'est passé, ce plaidoyer-là, justement? Puis c'était stressant pour moi parce que, tu sais, je sentais, c'est comme si je me sentais investie d'une mission presque. Là. Je me disais, je voulais contribuer à ma façon, être un espèce de canal aussi pour lui, là, pour écrire ce livre-là. Je me suis aussi dit, dans un sentiment de lâcher prise, en disant que le meilleur soit, si c'est pas ça qu'il veut faire, c'est parce qu'il est très, très humble. Il faut savoir, Thomas de Coninck, là, c'est pour ça qu'il n'aime pas nécessairement parler de ça. C'est pas lui qui va se péter les bretelles en bon québécois en disant « c'est moi qui ai inspiré Le Petit Prince », jamais de la vie. Là. Et donc, quand je suis allée le voir, je craignais qu'il me dise « ah non, tu sais, je veux pas, ça va trop mettre la lumière sur moi » ou peu importe. Et il m'a écouté du début à la fin, parce que c'est un homme d'une générosité, d'une présence. Écoute, c'est un ange terrestre, là. Et là, il m'a écouté jusqu'à la fin dans mon plaidoyer, puis à la fin, Avais-tu mis ta toge? Non, j'avais pas mis ma toge. Puis il avait les yeux dans l'eau un peu, puis il m'a regardé, puis il m'a dit « alors c'est la Providence qui vous envoie ».
Il était prêt. Il est rendu là même, je pense, à retransmettre. Puis retransmettre, c'est sûr que mon travail à moi avec lui, ça a été aussi de simplifier, vulgariser, parce que les notions de philo, ben, quand on n'est pas étudiant en philosophie, des fois, on peut un peu s'arracher les cheveux sur la tête. Là. Tout le monde se rappelle de ses cours de philo au cégep. Pas toujours accessible. Ben voilà. N'est-ce pas? Donc là, il y avait quand même un défi de vulgariser, comme tu le disais. Aussi, vous avez rapidement trouvé les 10 thématiques du livre. Donc, comment ça s'est dessiné? Et puis, comment tu es arrivé à rallier la psychologie positive, qui est ton champ d'études plus récent, et la philosophie? Bien, ça s'est fait tout seul. La réponse aux 2 questions, là, c'est vraiment, là, c'était assez magique parce que les 10 thématiques, premièrement, on a convenu qu'on allait se rencontrer à tous les lundis après-midi. Tu sais, il y a un livre qui s'appelle Les mardis avec Maury, là, Tuesdays with Maury. J'arrêtais pas de penser à ça parce que moi, je me disais, moi, c'est les lundis avec Thomas. Et les lundis après-midi, je m'en allais chez lui. On discutait. Moi, je prenais des notes, j'enregistrais. Puis c'est comme ça que le livre s'est construit. Puis il me donnait des devoirs, des lectures et tout. Et entre autres, la première rencontre qu'on a faite, bien, moi, j'aime bien avoir une structure. Tu sais, c'est ça. Il faut que les choses soient quand même bien organisées. Fait que j'ai dit, Thomas, on devrait peut-être donner un plan de travail puis réfléchir tout de suite à c'est quoi les notions qu'on veut aborder. Parce que la première question à la genèse de tout ça, c'était si le Petit Prince débarquait sur notre planète aujourd'hui, bien, qu'est-ce qu'il dirait? Mais surtout, de quoi il aimerait qu'on parle, sur quoi il voudrait qu'on porte notre attention, puis qu'est-ce qu'il voudrait qu'on transforme, en quelque sorte. Fait qu'on est parti de cette idée-là, cette question-là. Puis là, on s'est demandé ce serait quoi les sujets les plus importants. Puis là, c'était fou parce que c'était comme une partie de ping-pong. Moi, je disais un sujet, il m'en relançait un. Puis rapidement, après, on s'est dit, ah oui, puis garde, il faut commencer avec ça. Puis après, c'est ça. Puis là, on met ça là. Puis ça s'est tout... Comme des morceaux de puzzle qui se mettent ensemble tout seul. Puis c'est comme ça qu'après, on a continué nos lundis en y allant un sujet à la fois, en développant là-dessus. Puis la psychologie positive, que je n'ai pas répondu, qui est venue naturellement aussi parce que à un moment donné, plus lui, il m'enseignait, il me retransmettait les notions de philosophie. Au bout de champ, je disais, bien, c'est drôle parce qu'en psychologie positive, il y a une étude qui prouve telle affaire ou qui dit telle chose. Ça allait absolument dans le même sens. Tu sais, en psychologie, un des grands-pères de la psychologie positive, c'est Aristote. Donc, à un moment donné, là, tout est dans tout. Oui, tout est dans tout en bon québécois. Voilà. En bon québécois. Tu parlais du syndrome de l'imposteur dans ta vie jadis qui était présent. Est-ce que tu l'as senti arriver à certaines occasions parce que Thomas de Coninck, de la famille de Coninck, est une famille quand même bien, avec une bonne réputation. Oui, c'est une Est-ce dynastie. que des fois tu disais, OK, j'ai des grosses chaussures à porter, d'autant qu'on a rapport à livre le plus vendu après la Bible, le plus traduit, 300 dialectes, langues, en tout cas, on a perdu le compte. J'ai arrêté de compter hier, mais on est autour de 300. C'est quand même impressionnant de s'attaquer à tout ça. Oui. Donc, est-ce qu'il t'a visité, ce syndrome? Ben oui, il me visite tout le temps, mais tu sais, comme l'ego, je m'en fais un ami, là, tranquillement. Mais il faut dire une chose, c'est que Thomas m'a beaucoup aidé. Puis là, j'ai vu aussi comment... Moi, ça m'a enseigné quelque chose, comment on peut être pour les autres, aussi pour aider les autres. Parce que j'ai jamais eu peur de poser des questions à Thomas, même si ça m'apparaissait. Des fois, je me disais, il va se dire quelle question idiote, là, dans un sens. Mais ça venait quand même, ça m'arrêtait pas. Il n'y a rien qui m'arrêtait parce que lui, il est tellement dans une bienveillance puis un accueil aussi. Il est très encourageant. Tu sais. Dès que je posais une bonne question, il savait me le dire. Tu sais, il mettait une espèce d'emphase. Je me dis, très intelligent, cette question. Fait que c'est sûr que ça, tu as besoin qu'il te dise ça une fois, puis ça a fait que les quelques questions niaiseuses après, ils perdent de leur importance, puis c'est pas grave. Mais il m'a vraiment enseigné ça, tu sais, de mettre en lumière aussi, d'encourager l'autre dans sa pensée. Puis je me suis dit, ça doit être pour ça que c'était un si bon professeur aussi, parce que il nous donne juste envie d'apprendre davantage, d'ouvrir nos horizons, puis de ne pas être gêné. Quand on n'est pas gêné de poser des questions, là, peu importe lesquelles, on avance tellement plus. Mais de toute façon, ça a sûrement été essentiel de poser ces questions-là pour que le public qui te lit, qui n'est pas nécessairement féru de philosophie, puisse comprendre et suivre le propos. Il y a eu quand même aussi un besoin chez toi, je sais, d'avoir l'approbation de la succession du Petit Prince. Oui. Donc, ça validait dans une certaine mesure le processus. Oui, bien, c'était pas nécessaire pour le Québec. Là. C'est une question de droit, là. C'est juridique un peu, mais tu sais, les livres, quand un auteur meurt,
quelques années, en fait 50 années ou 75 ans après sa mort, le livre devient libre de droit. Là, il y a des normes différentes dans les pays différents aussi. Donc, ici, au Québec, Le Petit Prince est considéré libre de droit. Mais en même temps, je me dis, c'est une chose qu'il soit libre de droit, mais est-ce que je vais me l'accaparer pour autant? C'est quand même une œuvre tellement mythique, pour moi, importante, impressionnante. J'avais beaucoup de respect aussi. Fait que je voulais faire les choses correctement. Puis pour Thomas qui est proche de la famille de Saint-Exupéry, qui est demeuré proche d'eux, donc, il fallait bien faire les choses. Fait que ça a été fait dans ce sens-là. Puis là, le livre, le contrat est signé pour la France. Ça a été un petit peu plus long pour ça, là, en France, mais c'est fait. Fait que je pense... Puis ce que j'ai su, là, c'est, bon, par l'éditeur et tout, mais je pense qu'ils sont bien contents parce que ce livre-là aussi, ce qu'il fait, c'est qu'il donne envie, je pense, de relire Le Petit Prince et même peut-être toute l'œuvre de Saint-Exupéry. Puis il y a des livres de Saint-Exupéry. Moi, je les ai tous lus pour l'écrire, ce livre-là. Bien, j'ai fait des découvertes extraordinaires. Là. J'ai été profondément touchée par tous ces livres, mais puis des passages en particulier. Puis je me dis, mon Dieu, il faudrait que tout le monde lise ça. Mais selon toi, justement, pourquoi on a été aussi marqués par Le Petit Prince? Parce que même les gens qui n'ont pas lu l'œuvre ou le livre lui-même savent de quoi il est question, pensent au renard, à la rose et tout ça. Pourquoi, tu penses? Je sais pas. Sincèrement, je pense pas que j'ai ce qu'il faut pour analyser là, littérairement ou en tout cas une œuvre ou quoi que ce soit, mais mettons que si j'y vais avec une réponse avec mon cœur, je dirais que c'est sûr qu'il y a des personnages, quand tu dis, bon, que ce soit la rose, le renard ou le Petit Prince lui-même ou l'aviateur, qui sont très forts. C'est sûr qu'ils nous marquent nécessairement. Puis en peu de mots, c'est pas un gros livre, hein, Le Petit Prince. Là, c'est pas, donc, même, je me demande même si sa simplicité, la simplicité du Petit Prince, c'est Léonard de Vinci qui disait la simplicité, c'est l'ultime sophistication. Bien, je pense que c'est ça aussi le propre d'un chef-d'œuvre. C'est qu'au bout du compte, on a l'impression que ça a été on dirait que ça a été facile à écrire. Quand on lit Le Petit Prince, on se dit il écrit ça comme ça. Mais c'est rarement ça dans la vie. Par contre, c'est le propre, je trouve, de ce qui a été mûrement réfléchi, qui est profond, qui est dans la conscience et tout. Puis, je pense aussi, c'est le fait qu'il parle à notre cœur d'enfant. Que peu importe l'âge qu'on a, quand on lit Le Petit Prince, veut pas, ça nous reconnecte à notre cœur d'enfant. On a fait un chapitre, évidemment, Thomas et moi, sur l'enfance. Puis, d'ailleurs, il y a une lettre à l'enfant intérieur qui est dans le livre. Puis c'est de ça que je me fais beaucoup parler. Fait qu'encore une fois, je me dis c'est drôle, hein, parce que on revient sur l'œuvre de Saint-Ex qui parle de l'enfance ou à l'enfant intérieur. Puis nous, dans notre chapitre sur l'enfance avec la lettre à l'enfant, c'est aussi ça que je pense qui vient toucher profondément les gens. Mais c'est un thème central, l'enfance. Il y a la lettre, mais mettons qu'on est dans les confidences d'écrivaine, là. Toi, ta relation avec ton enfant intérieur, parce que c'est une invitation, cette lettre-là aussi, à reconnecter à notre enfant. Mais tu sais, toi, là, ça se passe comment pour toi, cette reconnexion, si reconnexion il y a? Bien, en fait, sais-tu quoi, je suis pas sûre que... Je suis demeurée connectée depuis que je suis petite, grâce à ma grand-mère, Mamie Yvette, qui m'a ouvert tout le monde de la spiritualité. Je pense que si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup grâce à elle. Puis, Mamie, elle fabriquait des poupées en chiffon. C'était une couturière extraordinaire. Elle avait des doigts de fée. Et elle me fabriquait des poupées de chiffon. Mais la dernière qu'elle m'a fabriquée, elle me l'a donnée, j'avais 11 ans. C'est quand même vieux pour recevoir une poupée à 11 ans. Mais on s'en vante pas. Non, on s'en vante pas trop. On la chérit. Oh! En secret. Bien, je vais avoir 50 ans dans un mois et j'ai encore cette poupée-là qui s'appelle Chiffonnie Michaud, pour tout vous dire. Et qui a une page Facebook. Qui a une page Facebook. Chiffonnie, en fait, elle s'appelle Chiffonnie parce qu'elle est faite de chiffon. Oui. Puis elle n'est pas standard. Tu sais, elle a une bédaine, elle a des gros pieds, elle a les cheveux roux, elle a des grands yeux bleus, puis elle a un superbe sourire. Mais moi, quand je regarde cette poupée-là, puis elle est toujours dans mon décor, là, je dirais, elle est chez moi. Puis tous les gens qui l'ont rencontrée dans ma vie, ils peuvent pas être insensibles à Chiffonnie. Il s'est toujours passé quelque chose. J'ai combien d'amis qui m'écrivent en me disant « Hey, comment va Chiffonnie? Tu salueras Chiffonnie. » Fait que c'est vraiment devenu un personnage assez particulier, là, mais je pense qu'elle fait du bien. Aussi, on est toujours dans les confidences écrivaines ici. Je me rappelle que tu avais une rupture amoureuse à un moment donné. Tu l'avais amenée au restaurant avec nous. Ah Chiffonnie. Oui, tu te rappelles. Bien sûr que je me rappelle de ça. Puis oui, parce que j'en avais besoin. Oui. Non, mais attends, je pourrais passer pour une folle solide, là, tu sais. Mais non, j'ai fait des choses...
j'ai fait des voyages avec Chiffoni. Puis quand mon chum n'est pas là, ça m'arrive de dormir avec Chiffoni encore aujourd'hui. Puis je me réveille, je la vois, là, ça illumine ma journée. C'est comme... Mais on dirait qu'elle me parle, c'est fou. Mais je sais, là, faut que je m'arrête là parce que je pense qu'il y en a qui vont... Oui, mais donc, c'est le lien Je que fume tu pas entretiens rien. déjà. Tu n'as même pas besoin de fumer. Non, surtout pas. Imagine ce que ce On serait. aurait pu en parler. Oui, effectivement. Mais donc, c'est le lien que tu entretiens déjà, toi, avec ton enfant intérieur. Moi, je pense que cette Chiffonie, cette poupée-là, elle représente mon enfant intérieur qui est resté très présent. C'est sûr, j'ai pas eu d'enfant aussi, là, fait que et qui me rappelle, elle me rappelle tout le temps mon enfance. Ça me rappelle ma connexion, non seulement avec l'enfant intérieur, mais avec ma grand-mère, mais ça me ramène aussi à mon enfance. Ouais. Puis je pense que c'est beaucoup de pureté, de naïveté, de légèreté, de pétillement. Tu sais, c'était tout ça, l'enfance, là. Puis c'est tellement ça qu'on a besoin aujourd'hui, oui. encore plus là, en temps de pandémie. Oui. Et parlant d'enfants, on parle d'adoption. Oui. Parce que dans le processus d'écriture avec Thomas, oui. Il y a eu plus qu'une rencontre d'auteur à auteur. Il y a eu une adoption. Oui, ça, c'est très mignon parce que, ben là, moi aussi, je vais faire une confidence. Tu sais, je t'ai adoptée déjà un jour. Cette idée-là est venue d'abord d'Éric Emmanuel Schmitt, il faut le dire. Là, c'est que dans Oscar et la Dame Rose, Oscar avait adopté la Dame Rose parce qu'il disait qu'on pouvait aussi adopter des humains. Choisir un humain puis dire, je vais en prendre soin de cet humain-là. Je m'engage envers lui. Ouais. C'est beau, là. Une responsabilité, une présence et tout. Puis, moi, j'étais déjà familière à ce concept-là que j'aime bien, là, l'adoption humaine. Mais quand je suis arrivée chez Thomas un fameux lundi, premièrement, il faut savoir aussi, confidence d'écrivaine, que à chaque fois que j'arrivais chez Thomas, je me stationnais à la rue juste à côté, au moins 10 minutes avant d'arriver, juste pour pomper mon air égal, tellement j'étais comme joyeuse, puis dans un état, là, je sais pas, c'est dur à exprimer, là, mais j'étais tellement contente d'aller le rejoindre, puis ce qu'on allait faire ensemble et tout. Puis une journée, je suis arrêtée dans ma voiture, puis je réfléchis, puis bon, parce que j'avais lu sur sa famille aussi, puis sur son père, puis là, je me dis, j'aimerais ça qu'il soit aussi mon père. Mais tu sais, j'ai un père extraordinaire. Moi, ma bénédiction, là, mais je veux dire, dans un autre style de père, mettons. Et je rentre chez lui, première chose qu'il me dit, je m'assois devant lui, il me dit, j'ai fait des recherches sur vous. Genre, oui. Il dit, oui, j'ai vu que vous étiez né en 1970. Je dis, oui, on ne peut rien vous cacher. Alors, il me raconte que lui, il a eu 3 garçons qui sont nés les 3 à 3 ans d'intervalle. Puis, rendu après le 3e, il aurait aimé ça avoir une fille aussi. Mais là, en avoir un 4e, c'est quand même, plus. Ça fait une grosse famille. Puis, en n'étant même pas sûr que ça allait être une fille aussi, j'imagine. En tout cas, tout ça pour dire qu'ils ont arrêté, ils ont stoppé la machine. Mais il me dit, si on avait eu une fille, logiquement, ça aurait été 3 ans après le dernier, elle serait née en 1970. Fait qu'il me regarde et me dit, alors, est-ce que je peux vous adopter? Mais moi qui avais adopté des humains, je n'avais jamais été adoptée. Écoute, mignon. Là, je me retenais pour pas pleurer, là, mais j'ai dit, oui, bien sûr que vous pouvez m'adopter, c'est sûr. C'est beau. Oui, c'est beau. C'est et qu'est-ce que Thomas a dit de l'œuvre maintenant? Bien, je pense qu'il est très content. Puis, tu sais, Thomas de Coninck, qui a 86 ans aujourd'hui, là, si vous le rencontrez un jour, la première chose que vous allez voir, c'est le petit Thomas de 8 ans, qui est très, très présent encore en lui. Puis, j'aime ça parce qu'il me permet de, même si je pense que j'ai une facilité à m'émerveiller, mais il me le ramène encore parce qu'avec le livre, tu sais, à chaque fois, comme là, quand je vais y envoyer l'entrevue qu'on fait ensemble, là, il va être super content, c'est sûr. Aussitôt que j'ai dit, là, on est en train de vendre les droits à l'international. Fait que quand je disais, là, Thomas, on vient de vendre les droits dans tel pays, on fait tel show. Oh! Là, il est content. Puis, tu sais, il a donné beaucoup en cadeau. Je sens je pense que c'est quelque chose de bon pour lui aussi d'avoir fait cet ouvrage-là. Puis qu'on ait fait ça ensemble. Puis que ça soit différent aussi de ce qu'il avait l'habitude de faire. Ouais. Et c'est bon pour nous aussi, les lecteurs, parce qu'on vit une situation singulière avec la COVID. On se promène avec des masques, on se lave les mains constamment. Tu disais tout à l'heure, si le Petit Prince était ici, de quoi il voudrait entendre parler, de quoi on lui parlerait. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait... de quoi il parlerait par rapport à la COVID? Comment on pourrait se servir de ce livre-là? Je vais finir par le dire, tu vas voir, ça va bien sortir, ça sera pas long. Qu'est-ce qu'on pourrait... En quoi ce livre-là est un outil, en fait, pour nous aider à traverser ou mieux comprendre? Oui. Puis, au moins, il y en a une des deux qui a compris la question. Je pense que
En fait, c'est ce qu'on a voulu, parce que tu sais que ce livre-là a été écrit premièrement, fini d'écrire dans le premier confinement. La date de sortie, je me suis questionnée à un moment donné, parce que là, il sortait pendant la pandémie, c'est clair. Puis là, on s'est dit, mais en même temps, on pense que ça peut aider justement dans ce qu'on vit. Puis c'est beaucoup une invitation à l'ouverture de conscience aussi, ce livre-là, à plus d'amour, à plus de lumière dans notre vie. Fait que j'ai l'impression que c'est tellement ce qu'on a besoin actuellement. Puis de se donner une autre perspective pour voir les choses. Est-ce que ce qu'on pense qui est le pire qui est en train de nous arriver, ça pourrait pas devenir le plus beau par la suite? Je sais que c'est dur des fois, là, quand je le dis. Pour certaines personnes, ils vont faire, ben là, t'exagères. Mais moi, je dis, donnons-nous un peu de temps, puis on verra bien. Il n'y a pas Thérèse de Lisieux qui disait que tout est grâce. Tout est grâce, oui. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Puis Viktor Frankl, qui faisait il appelait ça la logothérapie, il demandait aux gens, c'est quoi, racontez-moi la pire chose que vous avez vécue, puis après ça, qu'est-ce que vous en avez retiré? Fait que quasiment, pourquoi tu pourrais dire merci pour la pire chose qui est arrivée dans ta vie? C'est souvent le cas, mais quand on est sorti la tête de l'eau, oui, pas tout de suite on dedans. a un recul qui nous permet... Ça prend un certain recul, oui. C'est pour ça que je dis, laissons-nous un peu de temps. Puis d'ailleurs, dans ton livre, et je te cite, tu dis, un ralentissement forcé nous permet de prendre la mesure de ce qui compte vraiment. Donc, c'est un retour à l'essentiel. Ouais. C'est un peu ça aussi qu'on vit, parce que les câlins nous manquent, les contacts physiques, voir les gens qu'on aime, pas voir ceux qu'on aime moins. Ça, c'est une bonne raison, finalement, d'être loin. Mais le retour à l'essentiel, c'est ça aussi qu'on vit actuellement. Oui, tout à fait. Puis se demander, c'est quoi mon essentiel, moi, dans ma vie? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel, dont j'ai profondément besoin, là? Puis des fois, on se rend compte c'est surtout pas dans le matériel, c'est pas, c'est beaucoup. Ça permet de faire un bilan, de faire un ménage, je pense. Moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas là, en temps depuis le début du confinement. Là. Mon Dieu, que je fais du ménage, mais pas juste dans la maison, là, dans la maison ici même. Là. Effectivement. Beau ménage, beau ménage. Oui, c'est ça. Laisse-moi regarder les questions des gens. J'espère qu'il y en a. Oui. Quelle morale ou conseil issu du Petit Prince trouvez-vous le plus important et transposez-vous dans votre vie? Bien, c'est facile, là, mais c'est la phrase dont on a entendu le plus parler, mais l'essentiel est invisible pour les... En fait, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est ça la phrase? Oui, c'est ça. J'ai comme eu un doute. Ça ressemble à ça. En fait, mais c'est l'importance du regard du cœur, moi, que j'ai envie de dire, de voir les gens, de voir la vie davantage avec les yeux de notre cœur, ça change tout. C'est de voir avec beaucoup plus d'amour, de respect, de conscience, justement, de tout ce qu'on a besoin pour améliorer le monde dans lequel on se trouve. Là. Je pense que ce serait, cette phrase-là. Et merci à cette personne qui nous pose la question, et il n'y a pas de nom. Mais moi, j'ai une autre question à te poser. Oui? Je sais qu'à la fin du livre, pour qu'on connaisse mieux Thomas, il y a le questionnaire de Proust. Oui, bien, je l'ai changé, je l'ai transformé, le questionnaire. Il est jazzé un petit peu. Oui, moi, je te l'ai jazzé aussi. Alors, non, tu vas me le poser? Oui, je vais te poser quelques questions, d'accord? Alors, ce qui t'émeut, Christine? C'est souvent l'humain, c'est-à-dire que ce soit les émotions humaines, les visages, les gestes que je vois être posés. Tu sais, moi, il n'y a pas si longtemps, je suivais un papa avec sa fille, puis à un moment donné, il l'a comme juste ramassé par les épaules, puis il la tenait comme ça. Puis j'avais les larmes aux yeux, là, parce que je me suis dit, tu sais, ça prend pas grand-chose, c'est beau, ça. Mais prendre le temps d'observer. La beauté. Mais j'ai envie de dire, tu sais, dans le fond, c'est toutes les formes de beauté pour moi, là, c'est ça. Puis on parle d'ailleurs de beauté dans le livre aussi. C'est le premier chapitre, c'est pour dire comment il est important. C'est un des thèmes, effectivement. Une citation qui t'inspire? Il y en a plein, là. Mais non, celle que j'ai envie de partager, je la dis souvent en conférence, à la fin de mes conférences, c'est Christian Bobin. Un matin, un petit oiseau est venu se poser sur le bord de ma fenêtre. Il est reparti. Jamais il ne saura combien il m'a fait plaisir. Je trouve que cette citation, non seulement est belle, merci, mais elle est non seulement belle, mais c'est comme, ça représente tout ce qu'on ne voit pas, justement, l'invisible, qui est le dernier chapitre du livre, mais ce qu'on ne voit pas puis qui peut tellement nous faire du bien. Fait que, tu sais, on ne le sait pas, là, mais actuellement, il y a du monde qui pense à nous. Nous-mêmes, on pense à des gens alors qu'ils ne savent pas. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans ce monde invisible qui nous sont tellement bénéfiques. Tout à fait. Ce que tu trouves beau?
particulièrement? Écoute, moi, Éric, ton oui, chum. toi. Moi, je suis la championne de trouver de la beauté, là. Oui. Ça, c'est clair. Là. Tu sais, je m'arrête pour regarder n'importe quoi. Je perds le fil de ma vie, des fois, à observer quelque chose que je trouve beau. Là. Si vous voyez quelqu'un arrêté sur une autoroute, bien, regardez s'il n'y a pas un balai d'oiseaux dans le ciel, parce que ça se peut que ce soit moi, puis je sois concentrée là-dessus. Là. Mais c'est sûr que tout ce qui est humain et nature, c'est pas mal ce que je trouve le plus beau. Ouais. Alors, j'invite les gens, bien sûr, à découvrir ton livre, votre livre, Le Petit Prince est toujours vivant, qui a été publié chez Édito. Et puis, découvrir en même temps Thomas, qui est un personnage particulier et intéressant. Oui. Merci beaucoup pour cette entrevue-là, Christine Michaud. Tu sais combien je t'aime. Alors là, je le dis publiquement. Alors, Merci, quant Julie. à vous, je vous invite à poursuivre les activités du Salon du Livre de Montréal pour cette édition spéciale virtuelle. Moi, je veux remercier Amélie Boivin-Enfield et toute l'équipe du Salon du Livre de Montréal pour tout le travail derrière et devant la caméra. Merci beaucoup. Je t'admire tellement.